Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention dans ce journal. Et puis cette autre maladie très peu connue qui se transmet par une mouche appelée tsetse, la maladie du sommeil. Causes, conséquences et manifestations à suivre dans un instant. Et puis la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Il importe de savoir conduire ses employés. Le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'Organisation mondiale de la santé estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément présenté par Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord sur son fonctionnement devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent. Ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler de la maladie du sommeil qui est peu connue et fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée tsetse et crée un état de sommeil permanent. Les causes, conséquences et manifestations dans ce reportage. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tsetse. Le mode de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée.
Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc pourtant les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, une sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une drépanosomiase humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Et puis autant nous devons prendre soin de notre santé, il faut aussi apprendre à gérer le personnel d'une entreprise qui constitue aujourd'hui un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépend des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Suivons à présent la nation en bref avec Patrick Adjabodjo. Administration publique au Bénin, la lutte contre l'absentéisme semble porter ses fruits.
Le taux de retard et d'absentéisme est en baisse depuis quelques années grâce aux différentes réformes entreprises par les gouvernants. En 2012, le taux de retard dans l'administration était de 67,39%, mais en 2017, il s'établit à 20%, soit une régression de 47%. L'absentéisme dans l'administration publique peut créer, entre autres, des dysfonctionnements tels que l'affaiblissement de la productivité, une dégradation de la qualité du service, une démobilisation des agents. Pour éviter cette situation, la réforme de réaménagement des horaires de travail dans le public, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, s'impose à tous les fonctionnaires du service public. Le but de cette réforme est de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l'épanouissement des agents de l'État. Prise en charge et protection des personnes victimes en mission commandée au Bénin, le gouvernement veut créer le cadre légal adapté pour protéger les personnes ayant subi des préjudices en cours des missions de maintien d'ordre, de sauvetage ou de défense de l'intégrité territoriale, de même que lors des missions extérieures exécutées dans le cadre des accords bilatéraux ou multibilatéraux. Ce dispositif légal envisagé intervient pour combler une insuffisance de l'actuelle réglementation qui ne prévoit aucune somme symbolique en guise de frais d'obsèques des victimes ayant perdu la vie dans les missions de défense et de sécurisation de la nation. Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement béninois décide de transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée. Autonomisation de l'énergie électrique, le Bénin va disposer bientôt de 4 centrales solaires. Boïkon, Parakou, Natitengu et Djougou, ces 4 communes du Bénin vont en effet bénéficier respectivement d'une centrale solaire photovoltaïque dans le cadre de la mise en œuvre du projet qui va permettre de générer 50 MW par ces 4 centrales. Le gouvernement a procédé mercredi 25 mai 2022 à la signature des conventions de concession, des contrats d'achat d'énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés. La mise en œuvre de ce projet participe de la volonté du gouvernement d'accroître l'offre d'électricité en renforçant les capacités de production au plan national dans le but d'assurer un plus grand accès à une énergie fiable. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.